Cette vidéo est la seconde partie du 3e épisode de ma série dédiée au Winx Club. Donc avant de vous lancer dans le visionnage de celle-ci, je vous invite, si vous le souhaitez, à découvrir les précédentes parties dédiées respectivement aux saisons 1 et 2 et au résumé de la 3e. La question que nous nous étions posée au début de la précédente vidéo est la suivante. La saison 3 mérite-t-elle sa réputation de meilleure saison de la franchise ? Mais avant que la vidéo ne commence, je vous invite, si vous aimez mon contenu et que vous souhaitez me soutenir, à vous abonner à la chaîne, à aimer cette vidéo, mais aussi surtout à la partager si elle vous plaît. Merci à tous et bon visionnage. Comme amorcé dans ma conclusion du résumé, la saison est largement complète. On pourra remarquer, en tout cas comparé aux 2 saisons précédentes, que son rythme semble accéléré. Bien qu'il soit loin de l'excellence, le montage étant tantôt trop rapide, tantôt trop lent, il a le mérite de très bien fonctionner. Son gros point fort, la fluidité globale du scénario, qui permet de nous investir davantage dans le visionnage. Par exemple, environ une bonne fois pour toutes les épisodes de type filler, ou plutôt comme avec l'épisode 20, en ne s'inscrivant pas, bien que plus léger, complètement en dehors de l'ambiance instaurée. Justement, on peut souligner la cohérence de ce choix de rythme, qui permet enfin de réellement proposer une atmosphère propre au climat de guerre dans lesquels s'inscrivent une fois de plus les aventures des Winx pour cette saison. Cela rend le tout plus immersif et nous permet une identification bien plus grande aux sentiments de nos héros, puisqu'à ce rythme, tout comme, nous n'avons nous non plus pas un seul instant pour respirer. Ici, les intrigues ne s'enchaînent pas les unes après les autres, elles se construisent en parallèle. Elles s'entremêlent toutes et se mettent en place sur une longue période. Elles sont régulièrement tenues à jour et exploitées au travers des différents personnages. Même s'il est vrai qu'au début, la saison peine à trouver le juste milieu, en enchaînant parfois jusqu'à 10 minutes de flashback, la série trouvera finalement une certaine justesse dans sa construction. Nos héros nous semblent cette fois vraiment conscients et affectés par la situation que vit, et non ne subit, l'ensemble de la dimension magique. Et si j'appuie sur le terme vie, c'est parce que les protagonistes sont beaucoup plus au cœur des événements, qui s'apparentent à leur quotidien. Abordons de ce fait, à travers les quelques scènes plus légères de shopping ou de soirée en boîte de nuit, un désir de vivre et de se construire malgré le contexte trouble dans lequel ils évoluent. Les protagonistes ne souhaitent pas s'enfermer dans une vie qui n'a de sens que par le combat, tout en se battant pour celle-ci. On oscille avec eux à travers ce rythme suffocant, ponctué de précieux moments de calme, dans ce paradoxe inhérent à cette tension constante qui est devenue une habitude. La série prend un ton alors toujours plus mature et ajoute des événements plus sombres. L'hypothétique mort de Tecna marque une rupture dans l'esprit des héros. Celle-ci vient les ramener à la cruauté de la situation en les confrontant à leur finitude, mais surtout au caractère meurtrier de cette bataille. Caractère qui se voit aussi souligné par la destruction de Magix, les 4 catastrophes, plus ou moins naturelles, illustrant autant les pertes humaines que matérielles. Nos protagonistes mettent du temps à vraiment considérer cette guerre, passant par le déni pour finalement atteindre une forme d'acceptation. Une fois en son cœur, l'atmosphère devient lourde et tendue, et le reste jusqu'à la fin. Encore une fois, la série met au centre ce thème. Cet affrontement n'est certes une fois encore pas dépeint de manière radicale, mais il existe bel et bien, et cette fois-ci autant directement que subtilement à travers tous ces éléments. Les Winx sont constamment dans l'action, en première ligne, on constatera qu'il y a toujours au moins un combat si ce n'est plus par épisode. Elles affrontent la situation à chaque instant, y vivent comme dans un quotidien. Malgré leur force et détermination, la série nous amène également leurs douleurs et leurs souffrances, notamment à travers le fait qu'elles ne vivent non plus dans, mais pour ce souvenir et cet espoir d'une vie paisible. Ou encore parce qu'une fois de plus, la situation repose quasi uniquement sur leurs épaules. Bloom, désigné comme responsable du fait de son passé commun à l'antagoniste principal, et ses amis du fait que leurs ennemis s'en prennent à leur royaume. Plus les événements avancent, plus cela leur donne le sentiment que ce sont à elles de prendre l'entière responsabilité des agissements des 4 antagonistes. Et je trouve qu'on ressent enfin vraiment ce poids qu'elles portent, et qui par la force des choses, leur sera même entièrement laissé à assumer. Comme lors de la saison 2, la série s'attarde à élargir notre vision de son univers. Et si l'on navigue autant à travers celui-ci et ses secrets, c'est une fois de plus surtout grâce à l'antagoniste principal. Dans un premier temps, à partir du portail de la dimension Oméga. Ce qui va nous permettre tout d'abord d'essayer de faire un point sur la façon dont se structurent l'espace et le temps dans cet univers. En effet, il semblerait qu'il ne suffise pas de pouvoir se téléporter pour voyager d'une dimension à une autre. Ce qui signifierait peut-être d'ailleurs que la Terre fait partie de la dimension magique, étant donné que Stella a une certaine facilité de déplacement entre Magix et Gardenia. Pour voyager entre les dimensions, il existe 2 moyens. Le plus connu étant les vaisseaux qu'utilisent les spécialistes, et celui introduit à présent, les portails interdimensionnels, comme celui reliant la dimension magique à la dimension Oméga sur Andros. Mais alors, ce que je ne comprends pas, c'est qu'à ce moment-là, Tecna invente une sorte de mini-portail interdimensionnel pour se rendre sur Andros. Ce qui sous-entend qu'Andros ne serait pas dans la même dimension. Or, déjà dans l'épisode 1, Layla y va à la nage depuis la plage de Magix, et en plus, quand le portail devient instable, il est dit qu'il menace la destruction des 2 dimensions, Oméga et Magique.
Mais encore plus tard, Andros est défini par le mot planète, ce qui me semble être le plus logique quant à la construction officielle de la planète Magix, mais également quant à la structure de la dimension magique. Bref, c'est pas clair. Et c'est pas la seule incohérence. C'est tout aussi compliqué de suivre la temporalité. Genre, pourquoi tout le monde parle de la bataille de Domino comme si ça faisait des milliers d'années qu'elle avait eu lieu, alors que ce n'est pas compliqué, Bloom va avoir 18 ans, donc ça fait 18 ans tout au plus, alors pourquoi vous avez l'air si vieux? Bref, je m'égare. Oméga est une dimension inhabitée ou inhabitable puisque celle-ci se compose uniquement de glace, à l'image de son créateur, le serpent blanc. Du fait de ses conditions de vie extrêmes, la dimension magique en a fait une prison. Puis en fait, on se rend compte que leur technologie de capsule qui servent à enfermer les prisonniers n'est pas hyper au point, et du coup ça a plutôt créé une sorte de dimension où vivent les plus dangereux criminels. Cette prison est directement reliée à Andros, qui possède en ses terres son portail magique. C'est ce royaume qui nous sera premièrement présenté, permettant d'approfondir le personnage de Layla. Je tranche, Andros est une planète. Elle est composée en deux parties. Les eaux, qui correspondent à 90% du territoire, et les îles, dont Layla est la princesse, qui correspondent aux 10% restants. De ce fait, il y vit deux populations bien distinctes. Sur les îles, les terriens, on va dire, qui possèdent pour la plupart de la magie, et dans les fonds marins, les sirènes, qui n'ont, il me semble, pas vraiment de magie directe, si ce n'est par des armes. Ces peuples vivent en harmonie, mais ont chacun leur système gouvernemental propre. Ce qui n'empêche pas que les deux fonctionnent ensemble et considèrent l'ensemble de la planète comme ne formant qu'un. On sait aussi qu'ils partagent une langue commune en dehors de la langue universelle à la dimension. Si l'on poursuit dans l'ordre, c'est Solaria qui nous est présentée ensuite, la planète de Stella. Solaria, c'est le soleil de la dimension, tout simplement. Elle a beaucoup d'importance puisque son essence magique, directement liée à la flamme du dragon, est la source de vie de la dimension. On appuie une fois de plus sur le côté solaire de Stella, mais elle est aussi faite de la Lune, puisque la planète regroupe en fait Soleil, Lune et étoiles en même temps. On peut constater d'un premier coup d'œil ses habitudes vestimentaires, et aussi qu'il y réside un climat constamment chaud et ensoleillé, et pour aller plus loin, bien que celui-ci soit représenté par son roi, le gouvernement est également composé de ministres. Ensuite, on voyage à Héraclion, dont Sky est l'héritier. On n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est le fait qu'il semble être le plus monarchique. Moins directement, on sera aussi amené à en apprendre plus sur Mélodie, planète de la musique et donc de Musa. Ses habitants sont les seuls capables de communiquer à l'aide d'ondes basse fréquence. On explore un peu la maison de Flora, Lymphéa, cette planète est sans grande surprise la moins urbaine. Elle regorge d'une infinité de diversité quant à sa faune et sa flore, les insectes sont immenses et elle est apparemment découpée en plusieurs régions. Finalement, la seule Winx encore une fois mise de côté, c'est Tekna, puisque sa planète natale, Zénith, ne sera pas citée avant la saison 5, en tout cas dans la série animée, et d'ailleurs, elle en est apparemment la princesse. Ce qui m'étonne beaucoup, mais pourquoi pas. D'autres lieux, pas directement liés aux Winx, seront aussi évoqués, comme par exemple la dimension du royaume doré, détentrice des étoiles d'eau, qui est en fait, j'imagine, un peu le royaume du temps, sur lequel gouvernent, il me semble, les créatures originelles. Ou encore Pyros, la planète des dragons, où le paysage se caractérise par ses volcans. Cela ne restreint toujours pas la possibilité infinie que propose cet univers, mais y apporte des précisions, en s'attardant davantage sur ces dimensions ethniques, à travers lesquelles sont approfondies les identités de nos protagonistes. Et justement, en apprenant un peu plus sur l'enfance et les différentes cultures dont sont issus les héros, bon, sauf Tekna du coup, cela leur apporte un peu plus de dimension. C'est-à-dire qu'en ne se restreignant plus à Domino et l'histoire personnelle de Bloom, les visions deviennent plurielles. Le développement de ces personnages n'est pas au cœur de l'intrigue comme avec la saison précédente, mais il est, il me semble, abordé bien plus finement, à travers l'intrigue centrale qui s'attarde davantage sur l'ensemble de la dimension et de ses peuples que sur un lieu unique et abstrait, et de ce fait une culture qui paraissait jusque-là unique et abstraite. Enfin, nous ne vivons plus les événements uniquement à travers les yeux de Bloom, mais bien à travers de ceux de l'ensemble de nos Sea Winx. En effet, même si l'intrigue finale et son dénouement placent Bloom une fois de plus en son cœur, celle-ci en devient bien plus personnelle à chacune au fur et à mesure de l'enchaînement, ou plutôt de l'enchevêtrement des événements. Et j'affirmerai même que nous avons affaire à une intrigue bien plus prenante et élaborée que les précédentes. Dans un premier temps, tout comme les Winx, nous ne savons pas grand chose de Valtor, à part sa grande soif de pouvoir. Il s'attaque en premier à Andros, donc indirectement à Layla, puis à Solaria, donc indirectement à Stella, sans savoir que ses actions le mènent ainsi indirectement à s'en prendre à celle qui deviendra sa cible finale, la personne sur qui il voudra abattre sa vengeance, l'héritière de Domino. Bien qu'il sache dès le départ qu'il est lié à Bloom d'une certaine façon, il mettra du temps à comprendre ce qu'elle représente vraiment. Et une fois qu'il en prend conscience, ses attaques deviennent plus dirigées à l'encontre de la fée. Par exemple, quand il utilise la haine de Diaspro pour s'en prendre à Héraclion de ce fait à Sky, c'est avant tout dans l'optique de directement lui faire du mal à elle. Plus le sorcier progresse dans sa quête des divers royaumes, plus le groupe, d'abord motivé par une volonté collective de protéger l'ensemble de la dimension magique, se verra nourri par un désir individuel de vengeance du fait des agissements de Valtor à l'encontre de leur peuple.
En quelque sorte, ceux qui les atteignent plus personnellement au travers de ce qu'ils sont, de ce à quoi ils s'identifient. Alors pour une fois, même en y mettant toujours Bloom en son centre, l'intrigue est agréablement ficelée car elle nous permet des changements de point de vue. Je trouve ça bien plus intéressant que de se concentrer uniquement autour du passé de Bloom, qui dans la saison 1 était le seul motif des aventures du club. Et en parlant de ce fameux passé cœur de la série, il est cette fois bien mieux abordé. Les éléments nous sont apportés au fur et à mesure des épisodes, et pas seulement par le biais de Faragonda. En effet, cette intrigue ne se concentre pas directement sur Bloom et sa quête d'identité, mais l'induit par ses événements. L'ensemble des intrigues se nourrissent et coexistent, tout aussi voire plus diverses que la saison précédente, elles sont cette fois réparties judicieusement. Tout n'est pas porté au même plan comme on avait pu le remarquer lors du traitement de la saison 2, ce qui était l'un de ses plus gros points faibles. Et bien qu'il reste beaucoup de mystères et légères incohérences, le tout fonctionne ensemble, et surtout bien ensemble. Et puisque cette saison s'applique à réintroduire l'ensemble de l'histoire et de l'univers introduit par les 2 premières saisons, et en plus de manière encore plus ouverte, je me risquerais peut-être même à affirmer que celle-ci peut se suffire à elle-même. Si on met de côté l'évolution des Winx au fil des saisons qui reste malgré tout une progression très intéressante à suivre. Comme lors de la saison précédente, c'est grâce à son antagoniste si l'ensemble agrandit son horizon, mais cette fois-ci bien plus finement à l'image du nouvel opposant, beaucoup moins grossièrement portrayé que les précédents. En effet, je pense que vous l'aurez remarqué, mais Valtor est l'un des plus gros points forts de la saison. Et j'ai envie de dire, enfin un antagoniste crédible et consistant. Oui, et encore une fois, celui-ci maîtrise une infinité de pouvoirs, mais sa puissance et sa dangerosité va bien au-delà de ça. Directement présenté par son charisme certain, c'est avant tout un calculateur et un grand manipulateur. Lui-même le dit, les meilleures armes sont la peur et le mensonge. Et c'est bien pour cela qu'il ne s'attaque pas de manière littérale, j'entends, en faisant la bagarre, à la dimension magique. Sa fameuse marque, caractéristique de sa magie, pourrait davantage relever d'une métaphore de l'influence qu'il exerce sur la population. Cela me paraît assez clair quand il s'agit de Cassandra ou encore Diaspro, qui acceptent de manière directe leur alliance. Mais alors, si l'on se penche sur le cas des sirènes, Tressa précise qu'il n'a pas l'emprise sur l'entièreté du peuple des fonds marins. Qui plus est, s'il avait pu envoûter la reine, à quoi bon l'emprisonner? Cela vient à me questionner sur la façon dont fonctionne cette emprise, c'est-à-dire peut-être doit-il résider une forme de désaccord, d'injustice ou de colère chez ses victimes. Pour le cas d'Andros, on pourrait imaginer qu'il s'agisse d'un putsch. En réalité, on le voit bien, c'est seulement lorsqu'il a les forces armées qu'il détient les pleins pouvoirs sur les fonds marins et plus largement sur les divers royaumes ciblés. On peut le constater à Solaria. Il semble que le peuple n'a en majorité jamais été d'accord avec le bannissement de Stella ou encore la prise de pouvoir de Cassandra. Lors d'un épisode, le conseiller du roi aura le courage de remettre en question ses agissements. Après ça, on ne reverra plus jamais ce personnage. Peut-être a-t-il servi d'exemple pour asseoir le pouvoir de la comtesse, ayant déjà les forces armées de son côté. Et même si le peuple se soucie des choix de leurs gouvernants, la technique utilisée pour cultiver la confusion est la désignation d'un ennemi. Et sur Héraclion, ce seront les Winx. Celles-ci se verront qualifiées de sorcières, qui plus est aux ordres de Valtor. Non seulement ici le sorcier cultive la peur qu'il inspire, mais également joue de la marginalisation d'une population, les sorciers et sorcières. Ce qui me fait penser que le choix de la tour nuage comme QG n'est quand même pas anodin, quant aux souffrances liées à cette même marginalisation que partagent les 4 antagonistes et les membres de cette école. Quand on observe les agissements des sorcières, la situation pourrait s'apparenter à une forme de culte, de secte, dont le sorcier est le gourou. Valtor au début manipule à travers ses pions pour se rendre légitime, mais comme il l'a précisé à Bloom, il utilisera la violence si nécessaire, et c'est d'ailleurs bien ce qu'il fait. Il sème le chaos dans les différents royaumes qu'il vise, par l'autoritarisme de Cassandra, les guerres civiles déclenchées sur Andros et Héraclion, ou encore en jouant de l'animosité qui existe entre Alphéa et Tour Nuage. Cependant, par cette même violence qu'il exerce finalement de ses propres mains, cet antagoniste aborde aussi ses faiblesses. Sa mégalomanie l'empêche de se rendre compte du danger que représentent ses opposants à la réussite de sa conquête des territoires, déjà largement amorcée. Alors, c'est avant tout son passé qui le rattrape lorsqu'il se voit confronté à Bloom. La peur que lui inspirent les 3 ancêtres, la souffrance qu'il a ressentie lors de sa détention, la tristesse que lui procure l'isolement et la position de méchant dans laquelle il est. Finalement, son masque d'antagoniste impassible se brise au fur et à mesure que sa colère, première motivatrice de ses actes, prend entièrement le dessus. Valtor passe alors d'un désir de contrôle absolu à celui d'une vengeance pure et destructrice, que ce soit envers la dimension magique, mais également envers lui-même. S'il ne peut avoir la dimension magique, personne ne l'aura. Cette phrase l'inclut lui aussi. On peut peut-être le formuler aussi comme ça, si lui n'a pas le droit au bonheur, pourquoi les autres y auraient droit? Et finalement, sa vengeance devient sa seule raison de vivre, le mettant encore plus en lien à Bloom. En effet, ces 2 personnages se construisent en miroir. Comme il avait été insinué pour Lord Darkar, l'antagoniste entretient une fois de plus un lien particulier avec Bloom.
Mais là où aucune réelle confirmation n'avait été donnée lors de la saison du Phénix, ici le sorcier partage clairement un lien spécifique avec la princesse de Domino. Non seulement par leur passé commun, mais surtout par leur essence magique, directement liée à leur colère. Dans un premier temps, le sorcier a plus l'air de se sentir proche de la fée qu'ennemi. Certainement parce qu'ils sont en quelque sorte des alter ego, étant donné qu'ils se partagent la flamme du dragon. Mais peut-être que celui-ci s'est avant tout reconnu en elle, quant au désir de vengeance, moteur de leur existence. En effet, leurs évolutions se construisent plus ou moins en opposition. Au départ, Valtor semble sûr de lui, un peu moins porté sur une vengeance personnelle, mais plutôt sur une envie de changer le monde selon ses critères, même en utilisant des méthodes que l'on peut qualifier de violentes, qu'elles soient légitimes ou non. Mais bon, même si les motivations du sorcier auraient été d'inverser la tendance, c'est-à-dire déplacer la discrimination de la population sorciers et sorcières vers la population fée, déjà, même si quelque part ça pourrait se comprendre, c'est pas une solution. Et en plus, ici la question ne se pose pas vraiment, puisque son mépris à lui se dirige tout autant envers les sorciers qu'envers l'ensemble de ses semblables. Mépris d'ailleurs certainement renforcé par les diverses trahisons qu'il a connues et qui se répètent de son point de vue en tout cas. Il agit avant tout pour sa satisfaction individuelle et non pour ses quelconques croyances ou convictions. Ce départ de vie moins motivé par la colère que par la vie elle-même dans toute son absurdité quant à la quête d'une forme de bonheur et d'épanouissement, c'est le point d'arrivée du personnage de Bloom. Enfin, dans le cas de Valtor, en réalité, il s'agirait plus d'un déni de ses souffrances qu'un épanouissement dans la vie au début. Depuis la saison 1, Bloom semble davantage stimulé par son passé et le désir de vengeance inhérent à celui-ci. Colère d'ailleurs illustrée depuis le début par ses pouvoirs incontrôlables. Si l'on pousse plus loin, Valtor pourrait être une métaphore de sa culpabilité envers elle-même. Il est donc logique que le sorcier prenne le chemin contraire. Finalement, en quelque sorte, Valtor et Bloom inversent leur position face à leur souffrance. La fée se sort finalement de la fatalité dans laquelle elle s'était confortée par l'acceptation de son passé et des ondes d'ombre qui le composent, ainsi que par la maîtrise de sa colère et donc de sa flamme du dragon. En reprenant confiance en elle, elle se donne dans un sens le droit de vivre et de se construire. En parallèle, plus la saison avance, plus Valtor s'enferme dans ses souffrances et donc dans sa colère. Celui-ci fait à son tour preuve de fatalisme, accusant le monde entier d'être l'unique cause de toutes ses souffrances. Mais en fait, il réside peut-être plutôt en lui une forme de culpabilité. Cela ne serait pas étonnant qu'il se sente victime de son destin. En effet, Valtor est le fils des 3 sorcières ancestrales qui l'ont élevé dans l'unique but de servir à leur vengeance, ce qui induit qu'il est né des ténèbres. Et dans ce monde, les ténèbres sont arbitrairement considérées comme étant le mal. On peut alors se demander si le fait d'être né dans certaines conditions induit inévitablement de poursuivre un chemin prédéfini. La question est effectivement non. Mais cela a forcément un impact. Valtor a été créé monstre, et s'il a agi comme un monstre, c'est parce qu'on l'a toujours identifié comme tel. Il est certain que le sorcier a pleine conscience que ce jugement originel n'est pas un absolu. Mais même en remettant ce jugement en cause, il n'est pas un être de lumière, et dans ce monde, les êtres de l'ombre n'ont pas le droit d'en sortir, si ce n'est par l'utilisation de thérapies un peu douteuses. Finalement, l'opposition fée sorcier-sorcière n'est qu'une histoire de construction. Elle résulte de la stigmatisation d'une partie de la population considérée à tort comme inférieure, méprisable, voire ennemie. Enfin, même si dans la saison 2, l'entente entre les deux écoles s'améliore et que les fées et les sorcières semblent à présent au pire se tolérer, au mieux être amies, ça ne suffit pas à résoudre une oppression qui est avant tout systémique. Et donc, j'en viens à cette question. Et les tricks dans tout ça. Lors de leur première apparition, les 3 sorcières se montrent plutôt convaincantes. Ce n'est qu'au fil de la saison et de l'importance que gagne Valtor qu'elles perdent à terme toute leur consistance, se relayant une fois de plus au rang de larbin du grand méchant. Mais ce qu'il peut être intéressant de remarquer, c'est que plus le sorcier s'enferme dans sa rage, plus les Trix perdent en assurance quant à leur volonté de l'accompagner dans sa quête de pouvoir. Contrairement à lui, celle-ci ne semble pas vouloir d'une destruction totale de la dimension. Au-delà du fait qu'elles sont surtout dépeintes à travers une forme d'humiliation constante quant au ridicule qu'elles nous inspirent au fur et à mesure de la saison, elles s'écrasent face aux mini-fées quand même, sans mauvais jeu de mots, nos 3 sorcières bien-aimées affirment, il me semble, à travers cette opposition davantage une volonté d'avancer. Malheureusement pour elles, les scénaristes ont gelé leur développement, et ce, depuis la fin de la première saison. En effet, on peut remarquer qu'elles s'étaient promis de ne plus se soumettre à l'emprise de quiconque depuis la trahison du Phénix. Cependant, celle-ci répète ce schéma, et même bien plus vite qu'on aurait pu le penser. C'est d'ailleurs Icy la première à se défaire de l'influence du sorcier, et si elle reste, c'est uniquement pour ses sœurs. Car c'est finalement la seule chose dont nous sommes certains à leur propos. Leur sororité est la seule vraie confiance qu'elles accordent à autrui. Et il y a quelque chose de touchant, au-delà de la nostalgie, à travers les 3 antagonistes originels. Finalement, nous ne savons toujours pas pourquoi les 3 sœurs sont aussi avides de vengeance envers la dimension magique.
Alors nous sommes en droit de théoriser qu'en plus de leur marginalisation quant au fait que ce sont des sorcières, elles cachent peut-être un passé difficile, une enfance douloureuse. En effet, si elles répètent une fois de plus ce schéma, c'est avant tout car elles manquent cruellement d'amour et de reconnaissance. Et justement, cette colère n'est pas aidée par le fait qu'elles se voient constamment rabaissées par leurs différents modèles, et même bien plus largement par la dimension magique, à travers leur identité de sorcière. De ce fait, elles ont toujours été trahies et abandonnées. À travers leur désir de se venger, réside certainement avant tout une volonté de justice. Justement, le terme antagoniste tire son sens du fait de son opposition au protagoniste. Une fois de plus, nous ne sommes pas dans une binarité bête et méchante, mais dans une nuance. Ici, il n'est pas question de méchant ou de gentil, mais simplement d'une opposition de vérité. En effet, être une fée ne veut pas dire être gentil, et être une sorcière ne veut pas dire être méchante. Et dans ce sens, le choix des sorcières ne peut être anodin quant à toute l'histoire que ce terme porte. Les Trix sont piégés dans un cycle sans fin, une évolution stagnante, prise au piège d'un développement inexistant, sûrement parce que leur retour est justifié une fois encore avant tout par leur caractère iconique. En tout cas, c'est triste de voir que leur potentiel n'a pas été exploité par la franchise. Cela permettrait de mieux mettre en avant la nuance qui existe dans ce monde, et par extension, dans notre monde. Mais peut-on en demander autant à une série qui se catégorise elle-même pour filles ? En effet, par là, il me semble que Winx Club aborde assez significativement les stéréotypes de genre, cela ne signifiant pas qu'elle les démonte pour autant. Parce qu'en vrai, qu'est-ce que ça signifie de définir une série par un genre ? Alors oui, en effet, ce sont des femmes qui se trouvent en première ligne de combat, ce qui peut sous-entendre une forme d'opposition à ce qui régit par essentialisme le genre féminin, entre autres la maternité, la fragilité, le besoin de protection ou encore une plus forte sensibilité. De ce fait, la série peut être perçue comme ayant une énergie girl power. Cependant, celle-ci est à mon avis très superficielle et largement critiquable. Il est vrai, la série tend à nous proposer des féminités plurielles à travers ses héroïnes, cependant, va-t-elle vraiment jusqu'au bout ? Je vais m'éloigner un tout petit peu de la saison dont nous parlons, mais il est significatif de remarquer l'évolution du chara-design des différents personnages. Au fur et à mesure des saisons, les 6 fées perdront d'une part leur identité vestimentaire propre, et se verront affublées de tous ces de petits nœuds moches, mais surtout s'ancreront de plus en plus dans le côté girly. Alors bien évidemment, l'esthétique girly n'est pas à opposer à une position féministe, mais ici, ces changements reflètent d'autant plus la dégradation du traitement des personnages féminins principaux de la série. Je ne sais pas précisément pour les suites, mais par exemple, je remarque que lors de la saison 4, Bloom perd, il me semble, son caractère explosif. Elle devient douce, crémeuse et lisse. En gros, je la trouve cruellement creuse. C'est-à-dire qu'elle n'est plus celle qui fonçait, souvent tête baissée, dans les conflits, mais plutôt celle qui pacifie. Elle n'est plus le bonbon acidulé, mais la guimauve bien sucrée et fondante. Elle aborde en quelque sorte un modèle de femme parfaite. Je veux bien qu'elle ait gagné en sagesse, mais je ne suis pas certaine que sage veuille dire creux. Et si c'est le cas, je préfère largement les Winx avec leurs jolis défauts. Car ce constat, il s'applique en réalité à toutes les membres du club. Enfin, on aura l'occasion de rentrer dans le détail lors de la vidéo sur la saison en question. En bref, il me semble dans une certaine mesure qu'à la suite de cette saison, nos Winx correspondront de plus en plus à l'injonction à la féminité. D'ailleurs, on peut tout autant aborder les injonctions de genre du côté des spécialistes. Je trouve justement l'épisode 15 intéressant quant à la différence qui est faite dans les relations des personnages en fonction de leur genre. En effet, dans cet épisode, Timmy se trouve mal à l'aise quand il s'agit d'exprimer ses émotions face à son ami Sky. Finalement, les deux garçons ont conclu que c'est aux Winx de l'aider à exprimer ses émotions puisque ce sont des filles, permettant enfin à Timmy à se laisser aller aux larmes. À plusieurs reprises, on remarquera qu'un léger malaise subsiste entre les spécialistes lorsqu'il s'agit de se confier, le sensible étant, par essentialisme je le rappelle, attribué au féminin. Mais justement, on peut remarquer que leurs émotions sont aussi mises en avant, et peut-être qu'à travers ces quelques détails, cela questionne en quelque sorte leur rapport à celle-ci. Néanmoins, nos spécialistes se font bien souvent, si ce n'est tout le temps, sauvés par leurs petites amies, affirmant, on pourrait dire, une forme de virilité, et donc par extension de masculinité chez les Winx, la bagarre étant attribuée au masculin par essentialisme. En effet, le genre est une question très complexe. La féminité et la masculinité reposent sur des attitudes qui ont été définies comme étant propres à un genre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas définir le genre d'un individu par son sexe biologique, puisqu'en réalité les concepts d'hommes et de femmes reposent avant tout sur des constructions sociales. C'est pour cela que je parlais de féminité plurielle plutôt au même titre que je pourrais évoquer des masculinités plurielles.
Finalement, il n'est pas question de diaboliser les caractéristiques de genre, mais plutôt de les remettre en question. En effet, il est important d'avoir des représentations féminines, mais il y a une différence entre être représenté et être bien représenté. Tout comme les notions de bien et de mal, les notions de féminin et de masculin ne peuvent être vues de manière binaire, car le genre est une question bien plus complexe, relevant toujours de la nuance et de la complexité de ce qu'est l'identité, et même au-delà de ce qu'il représente dans nos sociétés, dans le monde dans lequel nous évoluons. Bref, en vérité, j'utilise le côté girl power de la série pour aborder le sujet de manière plus large tout en restant en surface. Du coup, c'est grossièrement abordé ici, je suis vraiment pas calée sur le sujet, j'en ai bien conscience, et de toute façon la vidéo a pour thème la saison 3 du Winx Club et pas le genre et le féminisme. Donc je vous invite vivement à vous renseigner de votre côté sur ces sujets, mais entre nous, je pense qu'on le ressent tous, la vie est une composition de tellement de nuances. Alors en effet, Winx Club n'est pas tout à fait au point sur des sujets comme le féminisme et le genre, mais ça ne l'empêche pas de pouvoir l'être sur d'autres aspects. Je trouve cette saison bien plus nuancée dans sa manière de traiter sa thématique principale. Oui, je sais, ma transition est un peu bancale. Depuis le début, Bloom a toujours été centrale. Et si l'on ne s'est pas attardé à résoudre son passé et ses questionnements quant à ses racines lors de la saison 2 et par extension lors de la première, c'est parce qu'elle n'était pas prête. En réalité, toute l'intrigue se concentre autour de sa colère et plus précisément de son deuil, de la mort et donc bien entendu de la vie. Ce que cette saison démêle, ce ne sont pas les questionnements de Bloom, mais la façon dont elle les accueille, mettant au centre sa résilience. Tout comme les protagonistes ne vivent pas pour le combat, ce qui de ce fait engendre leur motivation à se battre à travers l'espoir de reprendre le cours de leur vie, Bloom trouve enfin le moyen de se détacher elle aussi de sa colère pour ne pas en faire l'unique moteur de son existence. Dans cette saison, elle se rend compte que ce n'est pas l'affrontement perpétuel qui la fera avancer. En effet, vivre uniquement pour la vengeance pourrait s'apparenter à retarder celle-ci, puisque cela signifie devoir affronter son passé, l'accepter et trouver un sens à sa vie une fois la colère abattue. Tout au long de la saison, Bloom doutera face aux nombreux mensonges de Valtor, mais lors du dernier épisode, elle n'éprouve même plus l'ombre d'une hésitation. Alors si l'on continue de voir cet ennemi comme une métaphore de sa propre colère envers elle-même, sa fatalité et sa culpabilité, on peut justement se dire que pour pouvoir trouver les réponses à ces questions quant à ses origines, Bloom ne doit pas se laisser figer dans son passé, c'est-à-dire dans son désir de pouvoir retourner en arrière. En effet, tuer Valtor ne fera pas revenir sa famille, tout comme théoriquement sa non-naissance n'aurait pas forcément empêché le décès de sa sœur Daphné, puis la malédiction dont sont victimes ses parents. De ce fait, si elle n'avait pas existé, certainement que la mémoire de Domino serait partie avec ses habitants. Bloom n'a pas besoin de rejeter son histoire, elle doit la poursuivre, vivre avec, car même si c'est une princesse sans royaume, ses origines, bien qu'encore floues, font partie d'elle, de ce qu'elle est, de son identité. Même s'ils sont morts pour elle, elle a le droit de vivre et elle le doit pour ne pas faire de la victoire des destructeurs de Domino une absolue. En effet, même sans y avoir grandi assez longtemps pour s'en souvenir, Bloom appartient à Domino, c'est ce qu'elle ressent au fond d'elle. Et finalement, si elle existe, Domino continuera d'exister avec elle. Elle ne doit plus faire du sacrifice de sa famille une absolue défaite. La notion de sacrifice prend une place très importante dans cette saison. Si l'on se fie à sa définition première, son étymologie, faire un acte sacré, rendre sacré. Ce qui lie directement ce terme au divin par l'offrande, mais également le sacrement et la cérémonie. Mais sacrifice, dans le langage courant, c'est aussi abandonner volontairement quelque chose pour l'amour, la considération envers quelqu'un ou quelque chose. L'obtention de l'Enchantix, de la forme suprême des fées, est conditionnée par un sacrifice dont l'objectif est de protéger une ou plusieurs vies de son royaume natal. On peut alors déduire que pour être reconnu en tant que fée accomplie, il faut faire preuve de courage ainsi que de dévouement envers son peuple. On peut aussi parler d'une preuve d'amour, et oui, encore lui. On peut donc également considérer que cette transformation relève d'une dimension cultuelle, se réfère à une forme de croyance. Pour poursuivre à ce sujet, on peut se dire d'ailleurs que les trois écoles de Magix se basent avant tout sur des préceptes. Pour Alphéa, la positivité, pour la Fontaine Rouge, la morale, et pour la Tour Nuage, la négativité. Alors, j'aime me dire que l'Enchantix s'obtient naturellement, mais beaucoup d'éléments sont contraires à cette idée. Notamment, comme on l'a déjà évoqué, la possibilité de choisir d'être fée ou sorcière. On pourrait ajouter spécialiste si les écoles n'étaient pas attribuées de manière genrée. Et dans cette saison, Faragonda affirme dans un épisode qu'ils ont fait exception à la règle pour pouvoir doter Bloom de son Enchantix. Il pourrait potentiellement se référer à des divinités issues de la croyance des fées, tout comme il peut se référer aux membres de l'institution.
Mais du coup, on est en droit de se demander ce que ce sacrifice a de si différent à toutes les fois où nos fées ont frôlé la mort pour la protection de la dimension magique. En effet, la notion de sacrifice insinue toujours le fait de perdre, donner quelque chose. Pour la première obtention, cette offrande est assez claire. Layla condamne sa vue pour sauver la vie de Ligeia. Mais du coup, qu'ont perdu Stella, Musa, Flora et Tecna? En fait, on peut dire que ces 4 fées se trouvent dans des cas de sacrifice plus spontanés et donc littéraux. Alors, est-ce que par là, cela signifierait en quelque sorte qu'elles ont toutes les 4 ressuscité? Je m'explique. Un sacrifice implique toujours de perdre quelque chose. Donc si l'on voit les choses sous cet angle, qu'ont perdu les 4 fées? Comme cela me semble assez flagrant dans la mise en scène de l'obtention de l'Enchantix pour Flora et Stella, qui paraissent effectivement mortes à ces moments précis, alors pourquoi pas littéralement la vie. Ce qui prendrait de ce fait bien plus de sens quant à la dimension réelle que prendrait ce sacrifice. Du coup, on pourrait penser que le sacrifice de la fée des fluides est beaucoup moins grave que celui des autres fées. Mais en réalité, peut-être du fait de l'histoire personnelle de Layla et de sa peur de l'absence de lumière, peur matérialisant sa peur de l'absence, ce sacrifice met lui aussi en jeu sa vie. Pas aussi littéralement, mais tout autant que les autres Wings. On peut imaginer l'angoisse dans laquelle se trouve la fée privée de sa vue. Peut-être que cela pourrait aller plus loin sur le long terme, imaginons au plus extrême que Layla sombre dans la folie. Et potentiellement, tout comme elle, Tecna pourrait aussi ne pas avoir perdu la vie au sens littéral. Du coup, je me sens obligée de faire une parenthèse sur elle, qui est malheureusement la plus sous-cotée des fées du groupe. N'allez plus me dire que ce n'est pas la fée la plus courageuse, non seulement elle sauve l'entièreté de la dimension magique avec pleine conscience de sa chance infime de s'en sortir, mais en plus, une fois dans la dimension Oméga, elle y passe plusieurs jours, potentiellement mois, à survivre dans des conditions extrêmes, tout en sachant qu'il est tout aussi infime qu'on puisse la retrouver. Juste la force mentale de la meuf en fait. C'est juste le meilleur moment de la série. J'adore Tecna. Comme si j'avais encore besoin de le préciser. Et dans un sens, on peut aussi voir son sacrifice comme une preuve de sa valeur au spectateur. Et finalement, qu'en est-il de Bloom? En effet, elle est le seul membre du groupe à ne pas pouvoir, en théorie, obtenir son Enchantix. Ce qui signifie par extension peut-être aussi pour elle l'épanouissement, puisque ce pouvoir est l'accomplissement d'une fée. Ce qui condamne aussi en quelque sorte la vengeance sur laquelle elle fonde sa vie depuis son arrivée à Alphea. Je pense que ce nouveau pouvoir l'affecte tout autant qu'il l'aide dans son processus. Si une fois obtenu, celui-ci avait été complet, Bloom aurait-elle pu remettre entièrement en question la motivation de ses agissements? Ce qu'induit cette obtention de son pouvoir en 2 temps n'est pas la validation de son sentiment d'imposture, mais au contraire la remise en question de celui-ci. Et donc, si l'on suit toute la logique démontrée précédemment, c'est au moment précis où Bloom arrive à la fin de son cheminement qu'elle opère son sacrifice, celui qui devait lui être fatal. Bloom n'avait très certainement pas la certitude de survivre lorsqu'elle a décidé de vaincre Valtor en éteignant leur flamme. Cependant, elle n'a plus cédé au doute. Elle a cru en elle et en son feu du dragon, essence d'elle-même, symbole de sa colère et par extension de ses origines et donc de Domino. C'est au moment où elle se réveille dans les bras de Sky, entourée de tous ceux qu'elle aime et pour qui elle s'est sacrifiée, comme sa famille pour elle 18 ans plus tôt, qu'elle prend conscience de sa valeur. Bloom est enfin prête à éclore. Bon, je vais casser l'ambiance, mais malheureusement en fait son sacrifice il aura lieu dans le film. Malgré tout, je trouve ma théorie bien plus cohérente. Bah oui, logiquement, là aussi, elle sauve comme Tecna la dimension magique tout entière, mais surtout, je la trouve plus poétique. C'est bien beau tout ça, mais en attendant, vous allez me dire, je n'ai toujours pas répondu à la question initiale. Alors oui, personnellement, je trouve que la saison 3 est la meilleure de toute la franchise. Oui, je l'affirme, même sans avoir vu les saisons 5 à 8. Déjà, parce qu'elle nous fait enfin apprécier Bloom, bien qu'elle reste le couteau pas le plus aiguisé du tiroir, que j'aime toujours autant l'univers et son angle de traitement pour cette saison, que l'intrigue est grandement mieux travaillée, que l'antagoniste principal, au-delà d'être un giga-chat de putain ce qu'il est bien écrit, et surtout parce que Tecna, quoi, désolée, mais la meuf, elle a quand même des gigas balles. Mais en fait, cette question n'est pas vraiment importante pour moi. Ce qui m'intéresse dans le traitement d'œuvres populaires, ce n'est pas d'en juger la qualité, mais plutôt d'en dégager la capacité à ouvrir des questions en amenant des réflexions bien plus larges. Les contenus que nous avons consommés, et que nous consommons, sont parfois bien plus sensés qu'on ne le pense. Avec une série comme le Wings Club, et tant d'autres, nous avons certainement encore plus intériorisé tout un tas de concepts. Une vision binaire du monde, opposant bien contre mal, une affirmation quant à la définition des genres hommes et femmes, ou encore la forme de stigmatisation banalisée de par entre autres un caractère systémique de certaines populations. Alors une fois qu'on a grandi, cela me semble intéressant de remettre en question ces contenus, au-delà des constructions dont on n'a pas forcément conscience à travers nos yeux d'enfant. Wings Club est très loin d'être parfaite dans son traitement de tous les sujets qu'elle induit, mais cela ne veut pas dire qu'elle est à rejeter. Les œuvres sont faites pour que l'on s'en empare. Je ne prétends pas donner des réponses, je partage simplement mes interprétations, ma vérité qui m'est propre.
Nous voyons toujours les œuvres au travers de notre identité, notre vécu et la réalité dans laquelle nous nous inscrivons. Et même avec cet œil critique, ça ne veut pas dire que cela changera mon amour pour cette franchise. J'aime cette saison car elle m'invite à proposer des ouvertures à travers mon regard plus adulte. Autant que je l'aime parce que j'adore les Winx et que je rêve de devenir une fée afin de déployer mes petites ailes pour voler dans le ciel au travers de mes yeux d'enfant. Et si vous voulez mon vrai avis quant à la question initiale, ce n'est pas que cette saison est meilleure, mais plutôt que c'est celle-ci qui nous touche le plus maintenant que l'on est adulte. C'est indéniable, la série grandit avec ses protagonistes, mais surtout avec ses spectateurs. Et c'est parce que son ton est d'autant plus adulte que les précédentes, et que de ce fait, elle nous paraît certainement bien plus proche de notre vision du monde une fois passée l'enfance, que cette saison nous semble meilleure. Parce qu'elle nous est en quelque sorte plus directement adressée. Même si en vrai, je vais pas vous mentir, la petite moi préférait déjà largement cette saison. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en 2 parties jusqu'au bout et d'avoir suivi la série en entier. Je suis très contente de conclure sur cette vidéo qui engage davantage la direction que je veux prendre avec la chaîne. Bien entendu, la série sur Winx Club n'est pas encore tout à fait finie, mais cela me permet tout de même de vous annoncer que je compte poursuivre le contenu à partir d'autres dessins animés. Vous pouvez d'ailleurs déjà retrouver le même format, mais à travers la série canadienne Total Drama, défi extrêmement foncé. Je vous invite au visionnage de la vidéo. N'hésitez pas, en plus de vos retours que j'attends toujours avec grande impatience, à me partager les dessins animés ou autres contenus et sujets que vous aimeriez que j'aborde. J'ai déjà quelques idées en réserve, mais je suis preneuse de vos suggestions. La prochaine fois que nous parlerons du Winx Club, ce sera à travers les comics, en partant à la recherche des fragments perdus. En attendant, je vous remercie encore une fois infiniment pour votre soutien et vous invite une dernière fois à liker, commenter et vous abonner si la vidéo vous a plu, mais surtout à la partager. À très bientôt.